Voilà. Maintenant, venons-en à ce sujet assez délicat portant sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. On va commenter cette thématique avec Papi Tamba, analyste politique, habitué d'ailleurs Télé 50, média congolais. Merci Monsieur Papi. Bonjour d'abord. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, première question. La RDC et le Rwanda s'inquiètent, les relations bilatérales. Non, le problème c'est quoi? C'est que la RDC et le Rwanda aujourd'hui, c'est un renversement de la situation. C'est que nous observons aujourd'hui, c'est un renversement de la situation. Nous devons le préciser. Oui. Nous devons le préciser pourquoi. Il ne faut pas qu'on essaye d'oublier un peu une grande partie de l'histoire de notre pays. Allez-y. Ici, c'est notre territoire. Le 2 août 1998, deux armées étrangères se sont affrontées. Ici, c'est notre territoire. Les Rwandais en tête ont détourné un avion de Goma jusqu'à Banana. Ici, c'est notre territoire. Les Rwandais ont été jusqu'à la porte de la capitale, ici à Kinshasa. C'est notre territoire. Nous avons vu des Rwandais jusqu'à Mbujima, qui est à plus de 1000 km de Kigali. Ils avaient toujours des prétextes qu'ils étaient à la recherche des FDLR. Et nous savons tous qu'au début, ils niaient pour peut-être les reconnaître par après. Mais qu'avons-nous constaté? Lorsque la RDC, vous savez, c'était dans son discours dans l'Assemblée nationale de 2003. En 2003, le chef de l'État est parti devant l'Organisation des Nations Unies. Avec quel discours? Porter la voix de la RDC pour dénoncer ce que tout le monde dénonçait aujourd'hui, sur l'implication rwandaise dans certaines choses dans notre territoire. Qui nous écoutait? Nous étions toujours, aux yeux du monde, ce bourreau-là, qu'il faut peut-être ne faire aucun cas sur lui. Et les Rwandais étaient toujours cette victime. Mais qu'est-ce qui a pu changer aujourd'hui pour que nous constations que, si j'appelle ça renversement de la situation, quand nous parlons de nos rapports bilatéraux, aujourd'hui la RDC n'est plus indexée. C'est le Rwanda maintenant qui est indexé. Et il ne faut pas ignorer que le président Kagame a été porté au pouvoir au Rwanda, comme nous le savons. Il y avait une grande implication de l'administration américaine avec des démocrates. Aujourd'hui, ce sont toujours des démocrates qui sont au pouvoir. Mais pour qu'est-ce qui a changé alors entre cette époque de faits et aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà pourquoi nous devons tous saluer l'opération Imojaweto. Parce que c'est une opération qui avait vidé les prétextes légitimes des Rwandais. Parce que les FDLR étaient référencés par les services secrets du monde comme étant une organisation terroriste. Et nous savons aujourd'hui quelle est la lutte que l'Occident mène contre le terrorisme. Il fallait vider ces prétextes-là aujourd'hui pour que maintenant, une moindre action posée a posteriori. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Après l'opération Imojaweto, la toute première action qui va déstabiliser notre pays qui est posée, c'est le cas de Tanganda avec les Rwandais. Et directement, nous sentons un déferlement de condamnation. C'est ce que j'appelle un renversement des situations. Nous devons saluer la diplomatie mise en place par Joseph Kabila. Monsieur Tamba, maintenant que l'on est tous d'accord de l'implication du Rwanda dans la situation sécuritaire, dans les désordres, dans les guerres, les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, quelle démarche faut-il adopter? Écoutez, une démarche militaire, renforcer la diplomatie, parce qu'en même temps, la RDC met en garde, ou demande à l'ONU de mettre en garde déjà le Rwanda. Mais je suis en train de vous dire que dans la vie, on ne change pas une équipe qui gagne. Entre 1998, où nous savons que c'était le début de cette situation, et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé. Aujourd'hui, que cette action diplomatique, que les gens ont mis du mal à comprendre, qui commence à porter ses fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, que nous savons tous que nous avons mis du temps pour constituer notre armée, pour la refonder, et que cette armée-là, aujourd'hui, soit très dissuasive. Pourquoi maintenant devons-nous encore à chercher une autre démarche? La démarche, c'est quoi? C'est de poursuivre dans les actions que nous sommes en train de mener. C'est pourquoi... Lesquelles? Mais les actions que nous sommes en train de mener sont des actions diplomatiques et militaires. Par rapport à cela, je ne pense pas que lorsqu'on a parlé de la désertion de Tanganda, l'armée congolaise est restée là sans rien faire. Nous savons que Tanganda avait lancé un défi à l'armée congolaise en disant quelle était sa position. Il a dit, s'ils veulent me chercher, je me trouve à tel endroit. L'armée y est partie. L'armée l'a cherché et parce que Tangana a fui, 38 tonnes de matériel ont été récupérées.
Oui. Donc ça veut dire que l'armée a essayé de mener une action. Il n'y a pas, en termes de territoire occupé, qu'on dise qu'il y a un espace qui soit habitable à RDC, qui soit occupé par ces militaires. Non, ce sont des gens qui sont retranchés dans une colline, où nous savons tous que dans la colline encore c'est une grande forêt. Et quand nous parlons maintenant de guerre, et que les champs de combat deviennent maintenant de la forêt, deviennent la jungle, nous savons que les États-Unis d'Amérique ont mis 30 ans au Vietnam. Nous savons que jusqu'à aujourd'hui en Colombie, ils ont du mal à déloger certains mouvements, parce que là, nous sortons du cadre conventionnel. Voilà pourquoi maintenant, nous demandons, et ça, j'ai beaucoup salué la lettre écrite hier par le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Raymond Tshibanda, qui avait demandé au Conseil de sécurité de façon, d'abord en expliquant les faits, en présentant les éléments ou des indices, des preuves que nous pourrions disposer, pour maintenant demander à l'ONU d'appeler le Rwanda face à ses responsabilités. Parce qu'il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda. Mais, Monsieur Papi, il y a une chose que je ne comprends pas. Les deux ministres des Affaires étrangères se retrouvent à Kinshasa et, je ne sais pas moi, signent, je sais pas moi, un protocole d'entente, je ne sais pas moi, un partenariat mutuel entre les deux pays. Et après, quelques jours plus tard, deux ou trois jours plus tard, la République démocratique du Congo demande à l'ONU de mettre en garde le Rwanda, alors que les deux pays s'étaient retrouvés à travers leurs deux ministres. Écoutez, au même moment qu'une forte délégation a été envoyée ici, conduite par les ministres, la ministre des Affaires étrangères rwandaise, qui qualifie les Congolais comme étant un peuple mal éduqué, alors que nous pensons que l'éducation, nous devons beaucoup plus les chercher de l'autre côté. Mais au même moment qu'ils ont envoyé cette délégation ici, au même moment, il y a leur président qui faisait une interview devant la presse étrangère qui était très incendiaire, où certains propos étaient insupportables pour les Congolais que nous sommes. Il ne faut pas qu'on essaie d'inverser les rôles, mais nous sommes des victimes. Oui. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda, et Kagame le sait, le président Kagame. Madame le ministre le sait. Mais il y a des éléments rwandais aux côtés des mouvements qui déstabilisaient notre pays. Kagame le sait et Madame le ministre le sait. Alors un peu de respect, s'il vous plaît. Alors, le conflit en RDC, le Rwanda y est pour quelque chose. Ça, les autorités congolaises l'ont dit. Mais Kagame dit que son pays n'est pas la cause du malheur de la RDC. Il l'a dit. Il a dit cela. Vous savez, il a fallu 3 mois environ pour que le président Kagame avoue qu'il était derrière l'AFDL. Il a fallu quelques mois pour qu'il avoue, par exemple, qu'il était derrière les RCD. Il a fallu encore... Nous savons, ça c'est la musique à laquelle nous sommes habitués d'écouter. Mais vous continuez avec ce monsieur comme ça? Nous sommes habitués d'écouter. Nous sommes dans un terrain diplomatique. Vous savez, je vais vous dire une chose. La diplomatie ne se joue pas. Mais ça n'a ne jamais se joue pas dans un cours de récréation. Oui. Je me rappellerai toujours la définition faite par les faits. Je vais vous surprendre aujourd'hui, je vais citer le fait Mbous Carlibon. Allez-y. Qui disait que la diplomatie est une salle d'armes où l'on se blesse en jouant et chaque mot est un coup d'épée. Je vais le répéter. La diplomatie, c'est une salle d'armes où l'on se blesse en jouant. Et chaque mot est un coup d'épée. Maintenant, si c'est une salle d'armes où l'on se blesse en jouant, qui se blesse aujourd'hui? Il ne faut pas ignorer une chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dans les visères de la communauté internationale comme agresseur de la RDC. Ça, c'est une réalité qui est indéniable et qu'il ne faut pas écarter. Et qui est cette personne? C'est le président Kagame. Ce n'est pas le président Kabila qui est pointé du doigt. Quand aujourd'hui, on parle maintenant de l'histoire de la RDC et le Rwanda, la victime est clairement identifiée et le bourreau est clairement identifié. Maintenant, nous, en tant qu'un État responsable, nous passons par l'ONU. Pourquoi? Parce que nous considérons maintenant l'ONU comme étant une plateforme. Vous savez, l'Organisation des Nations Unies, elle a été mise en place, entre autres, c'est pour réglementer les conflits et prévenir les situations de guerre. Oui. Donc, si maintenant nous demandons à l'ONU, parce que nous avons toujours prêché la bonne foi, et nous continuerons à prêcher la bonne foi, comme les chefs de l'État essaient toujours de le faire par rapport à la politique qu'ils essaient de mettre en place. Mais ce que je déplore de ces Florines, c'est qu'entendre parler le président Kagame, je me suis posé la question s'il n'était pas l'opposant congolais. Que le président Kagame s'approprie, je dis bien qu'il s'approprie des propos de certains opposants congolais, je me dis, ma foi, où sommes-nous? Les Congolais doivent au moins le savoir, qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Cette pensée n'est pas de moi. C'est un grand penseur qui l'a dit.
qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Nous pourrions avoir nos divergences en matière de bonne gouvernance, en matière d'alternance à proposer, par exemple, par rapport à la politique mise en place, la révolution de la modernité. Mais lorsque nous sommes menacés, lorsque un président étranger essaie de défier notre pays, moi je pense que le Congolais, il est plus que temps que nous puissions être unis. Si maintenant nous ne le comprenons pas, je me demande maintenant à quoi servent les églises dans ces pays. Monsieur Papi, l'union dont vous parlez, ça veut dire quoi? Il faut des histoires concrètes pour que les gens comprennent. Les gens en ont marre. La situation de l'Est, ça date de plusieurs décennies déjà. Non, mais je suis en train de vous dire qu'on négocie les derniers virages. Jamais l'Est n'a connu depuis... Alors, négociation du dernier virage, imaginez que vous ne trouviez pas gain de cause auprès de l'ONU. Qu'est-ce qui adviendrait? Mais je suis en train de vous dire qu'au moment où nous sommes en train de parler, sur le terrain, on n'est pas perdant. Donc lorsque nous disons que nous menons l'action militaire, l'armée qui a essayé de mettre du temps pour la refonder, et en même temps il y a l'action diplomatique, on n'est pas perdant. Sur le terrain, il faut qu'on se voie la face. Tout ce que nous voulons, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, et M. Floride, j'aime toujours parler sans tabou. Si aujourd'hui il y a certains Congolais, principalement c'est la diaspora, qui se rangent sans le vouloir du côté des Kagame, parce qu'ils ont une haine envers un régime. Oui, ça c'est vrai. Pour que Kagame maintenant s'approprie de certains propos qu'ils ont toujours prononcés. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il y a une personne qui était à l'origine d'un discours. Ces Congolais-là pensent qu'à la tête de notre pays, nous avons un commandant suprême de l'armée qui est suspect. Ils pensent que nous avons un chef de l'État qui est rwandais, qui serait Sipo de Kagame, et qu'il est suspect. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas se voiler la face. Et ils se disent que si nous vivons cette situation-là, c'est parce qu'à la tête de notre pays, il y a un suspect. Mais Floride, soyons sérieux, M. Floride. Non pas seulement, comme vous l'avez dit vous-même, que la situation ne remonte pas aujourd'hui. Mais deuxièmement, Joseph Kabila, c'est un homme seul. Joseph Kabila incarne une institution, mais c'est un homme seul. Il a son directeur de cabinet qui s'appelle Béasikou. Je ne pense pas que son directeur de cabinet va accepter d'hypothéquer son pays parce qu'il veut être directeur de cabinet d'un homme seul. Il a son premier ministre aujourd'hui qui s'appelle Matata Ponyo et tout un gouvernement. Ces gens vont-ils accepter d'hypothéquer leur pays parce qu'un homme seul, je tiens à le préciser, sera maintenant Sipo de qui? De Kagame. Il a aujourd'hui 500 députés, c'est-à-dire au pays il y a 500 députés qui sont élus dans l'Assemblée qui est gérée par l'honorable président Obé Minako. Pensez-vous que toutes ces personnes-là vont siéger dans l'Assemblée parce qu'il faut faire allégeance à un homme seul qui hypothèque les pays? Donc c'est absurde. Ceux qui prennent ce genre de discours, ils savent ce qu'ils cherchent. Mais nous, qui devons écouter ces discours, c'est à nous de savoir dissocier où est le blé délivré, où est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que les gens qui sont à l'origine de ce genre de discours, ces gens-là ont un mal-vivre aujourd'hui et qui cherchent un moyen de retourner au pays, non pas pour s'inscrire dans la moule démocratique qui a été mise en place par Joseph Kabila, mais ils cherchent maintenant un moyen de faire partie, celui qui est à la tête de notre pays, par un procédé qu'ils ne pourraient pas eux-mêmes. Voilà pourquoi maintenant ils vont vendre et distiller certains discours. Mais les Congolais seront raisonnables. Dans ces pays, il y a quelqu'un comme le patriarche Kizenga. C'est quelqu'un qui a fait preuve de l'amour de son pays par rapport à la résistance ou par rapport à l'opposition farouche qu'il a menée contre le président Mobutu. Pensez-vous que le patriarche Kizenga et avec lui les membres d'Ipalou, ils vont aujourd'hui accepter que l'homme seul, Joseph Kabila, soit Sipo de Kagame et qu'il puisse hypothéquer leur pays? Mais cet homme seul, il peut facilement être interpellé par toutes ces personnalités que j'ai citées. Très bien. Quelle est cette idée qui consiste à dire que tous nous n'aimons pas notre pays et les seules personnes qui aiment le pays, ce sont ces gens-là qui adhèrent à ces discours? Très bien compris. Alors, vous accusez l'implication du Rwanda dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que le Rwanda, à votre avis, gagne s'il est impliqué dans cette guerre? Mais je suis en train de vous dire ceci, que l'histoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui tire quand même certaines ramifications et certaines origines où les Congolais doivent s'asseoir pour avoir... Expliquez l'intérêt du Rwanda dans ces ramifications. C'est ça que je suis en train de vous dire, qu'il y a des zones qu'on peut comprendre et il y a des zones que nous devons essayer. Il faut des fois dans la vie percer un peu les murs des apparences
pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que ce n'est pas normal. Ah, il y a certaines réalités qui vous échappent. Hein? Je ne dis pas qu'il y a certaines réalités qui nous échappent. J'ai conscience que je suis à la télévision. Oui. Et qu'il y a des choses qui essaient de troubler l'esprit. Maintenant, nous n'aimerions pas que cela puisse